Bon, c'est parti. Aujourd'hui, je corrige un commentaire de texte, un entraînement au commentaire de texte pour la disserte du bac de français. Et là, l'élève travaille sur un poème tiré de ce recueil, Émo et Camée, de Théophile Gautier, donc. Et voici le poème qu'on va travailler. Maintenant, on se penche sur la copie. J'ai déjà lu la copie une première fois. Il y a plein de trucs à apprendre, à garder. Et il y a aussi pas mal de choses qu'il faut pas refaire. Il y a des erreurs. Il y a une erreur principale qui a été commise et qui fait que en fait cette copie aurait pu avoir une note bien meilleure. Vous allez vite voir qu'il y a quelque chose à ne pas reproduire, une erreur à ne pas refaire. Déjà, on aurait bien aimé, puisqu'il y a un alinéa ici au début du développement, qu'il y en ait un aussi au début de l'intro. Ça aurait été plus harmonieux de le faire. N'oubliez jamais vos alinéas. Je crois que c'est un détail, c'en est pas un. C'est important. Au 19e siècle, la poésie évolue vers un nouveau mouvement, le romantisme. Alors oui, c'est vrai, surtout au début du 19e, à partir de 1830, et même ça commence un petit peu avant en Allemagne, mais en France, disons, fin des années 1820, début 1830. Et donc oui, c'est vrai. Mais, en fait, quand on va parler de Théophile Gautier, et surtout de Émo et Camée, c'est un recueil qui n'appartient pas au romantisme. Il ne faut pas essayer de supposer que parce que le recueil, l'œuvre, correspond à peu près aux dates d'un mouvement littéraire, il ne faut pas supposer que ce recueil appartient à ce mouvement littéraire. C'est vrai qu'il s'émancipe de règles de poésie conventionnelle, en particulier Victor Hugo, qui disloque ce grand niais d'alexandrin, comme il le dit, c'est-à-dire qu'il bouleverse la métrique traditionnelle. Il bouleverse aussi le fond, pas seulement la forme, mais aussi le fond. C'est-à-dire que maintenant, en poésie, d'autres sujets que les sujets habituels sont autorisés et sont poétiques, sont considérés comme poétiques. Ok, il y a une opposition au classicisme. Encore une fois, ça, c'est vrai pour le romantisme. Ça l'est un peu, ça l'est un peu aussi pour le Parnasse, qui est le mouvement auquel appartient Théophile Gautier. Mais c'est moins fondamental pour le Parnasse, puisque les codes ont déjà été cassés par le romantisme. Donc le Parnasse est moins briseur de ces conventions. Mettant l'accent sur l'esthétique et le lyrisme, alors là, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, le classicisme met l'accent sur l'esthétique. Le classicisme aussi laisse de la place au lyrisme. Certes, au 19e siècle, le lyrisme va être renouvelé avec le romantisme. Un lyrisme hyperbolique parfois, un lyrisme outrancier. Mais le lyrisme existait avant. Et il était d'ailleurs très bien mené par des poètes classiques. Ensuite, liberté et imagination sont les mots d'ordre de ce mouvement principalement composé de thèmes tels que l'amour, la nature, Dieu et la mort. Ok, alors ça c'est un peu vague, mais c'est vrai, enfin ça va. Le problème c'est qu'on est toujours en train de parler du romantisme, et donc on est hors sujet, parce que en fait, Émo et Camée, c'est un recueil parnassien, donc qui n'est pas absolument anti-romantique, mais qui prend ses distances vis-à- dire du romantisme, qui est assez critique en fait, vis-à-vis du romantisme. Donc en plus d'être c'est pas seulement une approximation, parce que là, cette erreur d'attribution du mouvement littéraire, elle nous mène quasiment à un contresens. Ou en tout cas à quelque chose qui n'est pas pertinent ici, hein, dans ce début d'intro. Et en fait, c'est révélateur d'une erreur qu'on voit souvent dans les commentaires de texte, puisque vous ne connaissez pas le texte, vous essayez de l'attribuer à un mouvement littéraire parce que vous connaissez plus ou moins vos mouvements littéraires, et donc vous essayez de le raccrocher à des choses apprises, des choses maîtrisées, sauf qu'en fait, en commentaire de texte, dites-vous que c'est vous contre le texte, hein, c'est vous face à ce texte, ou à n'importe quel texte qui tombera, et vous ne devez pas essayer d'y plaquer des connaissances apprises sur les mouvements littéraires. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de voir s'ils se rapportent vraiment aux connaissances que vous avez sur les mouvements littéraires. Dans ce poème composé de 4 en octosyllabes, l'auteur exprime son admiration pour une grande figure littéraire, Apollonie Sabatier. Ça, c'est très bien. Bien aussi, hein, lorsque vous avez un poème, de repérer dès l'intro de repérer sa structure, sa versification, donner des éléments de repérage
de sa composition. Ensuite, on passe directement à la problématique. Et en réalité, c'est un peu dommage. Parce que dans l'introduction, il faut en dire plus sur le texte précisément. Ici, il aurait fallu en dire un petit peu plus de ce poème. Là, on a juste admiration pour une grande figure littéraire, Apollonie Sabatier. Ok, mais il aurait fallu, peut-être dès ce moment-là, repérer à quel point les références mythologiques sont présentes, repérer à quel point le poème est harmonieux dans sa sonorité, dans sa musicalité, repérer aussi qu'il laisse une grande place à la beauté, à la célébration de la beauté de cette figure littéraire, Apollonie. Il ne faudrait pas dire à l'issue de ce commentaire, il faudrait plutôt dire au cours de ce commentaire, parce qu'à l'issue, ça veut dire à la fin. Et c'est pas à la fin du commentaire que vous répondez à la question de problématique, c'est tout au long de votre développement que vous répondez au fil de vos sous-parties à la question de problématique. Maintenant, pour commenter cette question de problématique, comment le poète fait l'éloge du prénom Apollonie en mêlant romantisme et mythologie dans son poème, il est assez bien parce que voilà, on a la mythologie qui a en effet un motif important de ce poème. Par contre, romantisme, non. Dans cette problématique, il y a quand même une bonne chose, c'est que c'est bien l'éloge d'un prénom. C'est bien l'éloge d'un prénom. L'éloge d'Apollonie. En tant que nom et pas en tant que personne, même si derrière l'éloge de ce nom, il y a l'éloge de la personne. Maintenant, passons à l'annonce du plan. Nous verrons dans une première partie la dimension romantique à travers l'esthétisme symbolique, ainsi que le lyrisme à travers les sens. Ok, c'est bien, à part évidemment la dimension romantique, mais ça, je le dirai à chaque fois. C'est la grande erreur qui parcourt le développement, et c'est dommage. Je conseille dans l'annonce de plan de mettre des points entre l'annonce de chaque grande partie. Là, il aurait fallu mettre un point ici, peut-être enlever le puis, grâce au fait qu'on a mis un point, parce que sinon ça fait une phrase trop longue, et on a envie de distinguer très rapidement l'organisation de votre commentaire. Dans une seconde partie, nous nous concentrerons sur l'instauration d'une ambiance mythologique et sur la manière dont les personnages de la mythologie grecque contribuent à glorifier Apollonie. Oui, ok, c'est bien. Ça, c'est assez juste. C'est ce qui fait que la copie est quand même pas mauvaise. Parce que ça aurait pu être très grave si on avait continué à se baser seulement sur essayer de retrouver des caractéristiques romantiques dans ce poème. Mais finalement, l'annonce de plan est rassurante quand même. Donc on passe maintenant au développement et à la première partie de ce commentaire. Dans un premier temps, le poète exprime son admiration pour son ami Apollonie Sabatier en mettant en avant l'esthétique de son prénom. Oui, d'accord. Attention quand même, on a quand même l'impression d'être de commencer un commentaire qui est linéaire. Or, le commentaire composé, même s'il a le droit théoriquement d'être linéaire, je vous conseille très fortement de le rendre composé, donc de ne pas suivre l'ordre du texte dans votre analyse, mais de piocher des éléments par-ci, par-là pour organiser votre plan. Peut-être que c'est pas ce que fait l'élève, mais là, on a quand même l'impression qu'on va progresser vers par vers. Bon, la réalité, c'est que c'est pas le cas, mais évitez de donner cette impression-là. En effet, le beau est un pilier du mouvement romantique. Alors attention, ici, on est vraiment dans... Je l'ai déjà dit, donc on va passer rapidement dessus, mais on n'est vraiment pas dans un poème romantique. Donc il ne faut pas dire que le beau est un pilier du mouvement romantique, d'autant que c'est pas seulement un pilier du mouvement romantique, on pourrait dire que c'est un pilier de l'art, non ? Enfin bon, je pense que ça ne marche pas ici de toute façon de toujours ramener au mouvement un texte, parce que au contraire un texte est original et on doit trouver ce qui ne va pas par rapport justement au mouvement de l'époque de l'auteur, ce qui s'en distingue. Ensuite, la phrase d'après, elle est compliquée, elle est difficile à lire, parce qu'elle est un peu trop longue, et donc syntaxiquement, il faut la simplifier. Je ne la comprends pas très bien. Là, tout à l'heure, quand j'ai lu, je ne l'ai pas comprise. Il est là mis en avant, alors je pense qu'il faut enlever le là, il est mis en avant notamment à l'aide d'oxymores, il faudrait dire notamment par des oxymores, comme au vers 3, et là il faudra mettre un point,
En effet, la robuste harmonie, donc là on mettrait robuste harmonie entre guillemets, exprime non seulement l'aspect esthétique, mais aussi l'aspect symbolique. Mais c'est pas vraiment symbolique là, le mot ne serait pas symbolique, mais plus d'être la force à travers donc l'adjectif robuste. D'ailleurs, c'est pas un nom, c'est bien un adjectif. Donc attention, cette phrase est trop longue et comporte trop de fautes, trop de petites fautes pour plaire au correcteur. Elle perd un peu le fil de la lecture là. On rencontre plusieurs fois dans le poème cet éloge qui se concentre autant sur la beauté que sur le caractère du prénom. Ça c'est vrai, hein. C'est une belle remarque. Au vers 6, les adjectifs splendides et souverains illustrent cette glorification double. Ça c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait vu avant, hein. C'est plus clair, mais on pourrait mettre un point ici. Évitez quand même le « nous avons » et faites plus simplement des choses comme « splendide », donc vous mettez « splendide » entre guillemets, est relatif à la beauté, tandis que « souverain », lui, l'est au caractère. Là, on peut enlever le « lui », hein. Souverain, l'est au caractère. La comparaison beau comme l'amour et la gloire confirme cet effet. Le beau étant perceptible se retrouve défini par des concepts invisibles. Ici, il y a un problème de syntaxe. Peut-être au moins mettre des virgules. Le beau étant perceptible se retrouve défini par des concepts invisibles comme l'amour et la gloire. Ok, mais enfin, concept invisible. Oui, tous les concepts sont invisibles en fait. Bon, là, c'est encore trop long. On a envie d'abandonner la lecture de cette phrase parce qu'on voit qu'elle ne s'arrête pas. Si elle s'arrête ici, c'est beaucoup trop long. Vraiment, si on enlève le point que j'ai mis, donc si on lit vraiment cette phrase, elle est archi longue. Et non seulement elle est longue, mais en plus, elle essaie d'exprimer des choses compliquées, des choses complexes. Simplifier les choses, vraiment dans vos copies. Je vous conseille de simplifier la syntaxe, mais aussi, la plupart du temps, ce que vous essayez de dire. Une figure littéraire très respectée qui regroupait dans son salon de grands écrivains contemporains tels que Baudelaire. Ce que j'aurais fait, c'est pas l'analyse de l'éloge d'une femme de lettres, d'une écrivaine contemporaine de Baudelaire et donc de Théophile Gautier. Non, mais plutôt celle d'une figure féminine dans la tradition de la muse, donc qui inspire le poète. Ici, vous pouvez pas en fait vous baser sur ou compter sur le fait que vous auriez ce genre de connaissances en commentaire de texte. Parce que la vérité, c'est que pour savoir ça, il faut sûrement faire une recherche, à moins d'être super calé en littérature du 19e siècle, en histoire de la littérature. Le thème de l'amour s'exprime également au vers 1 par J'aime. Cette déclaration traduit encore une fois l'amour du poète envers le prénom Apollonie, voire à l'aide de parallèles que l'on a établis. Alors ça, j'ai quand même l'impression de l'avoir déjà lu au début. Bon, attention à pas redire, à pas refaire des analyses qui ont déjà été faites plus haut. Il y a une répétition ici. Peut-être que c'est pas exactement la même chose qui est dit du vers 1, mais bon, ça ne renouvelle pas fondamentalement l'analyse. On note l'utilisation de la première personne. Ça, c'est bien par contre. Voilà, ça n'avait pas été dit. Qui appartient au registre lyrique, créant une dimension intime à l'expression de ses sentiments. C'est dit de manière un peu compliquée. Peut-être juste quelque chose comme on note l'utilisation de la première personne, ce qui crée une dimension intime et participe du registre lyrique. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple, mais c'est sans doute plus simple. Cela donne l'effet au lecteur qu'il est dans le journal intime du poète. D'accord, pourquoi pas. Les caractéristiques du romantisme dans ce texte sont présentes avec le beau et l'amour. Alors, si on vous dit « et », il ne faut pas dire « et ainsi que ». Il ne faut pas dire « ainsi que » ensuite. Deux thèmes centraux du mouvement romantique. C'est dommage d'insister autant sur cette erreur. Au-delà des louanges du prénom et de la personne d'Apollonie Sabatier, le poète enrichit son éloge par les sens. Ça, c'est bien. Nous notons que dans ce poème, la mobilisation des sens, caractéristique courante dans la poésie lyrique que nous allons analyser à présent. Alors, vous n'êtes pas toujours obligé de mettre l'accent sur ce genre de phrase que nous allons analyser à présent. C'est bien de jalonner la lecture, mais en fait, là, c'est évident. Après ce magnifique alinéa, là, très bien fait, c'est évident que vous passez à une nouvelle idée précise. Donc, en fait, il suffit d'exprimer l'idée précise sans avoir à dire que vous allez le faire. Voilà, ensuite, bon, on a une petite énumération qui est faite et ça c'est très bien, qui prend par-ci par-là dans le poème des noms
qui appartiennent toutes donc au champ lexical du métal. Non, pas du métal, mais du matériau, parce que l'ivoire n'est pas un métal. Ensuite, il est analysé, c'est très bien. Et de même après, quand on relève quelques passages, ici ce sont juste des adjectifs, on les analyse aussi, qui vantent la beauté visuelle du nom. Même si c'est court, il faut le faire. Et ensuite, on passe à l'ouïe, à tout ce qui relève de l'écoute, de la musicalité. Et ça, c'est bien. Ça, c'est encore un bon point dans ce commentaire. Si le poète utilise l'essence pour valoriser implicitement Apollonie, ce qui enrichit son poème. Et alors là, ça va pas. Et aussi pour le rendre musical, il faudrait dire ce qui enrichit son poème et qui le rend plus musical. Mais ici, il y a une rupture de syntaxe qui est incorrecte. Maintenant, on passe au grand 2, les dimensions mythologiques qui traversent le poème. Je préfère les commentaires en 3 grandes parties. C'est pas très grave d'en faire en 2 grandes parties. Vous savez que c'est autorisé, mais essayez dans la mesure du possible de le faire en 3 grandes parties, sachant que là, ça aurait été possible, vu le nombre de relevés qui ont été faits, vu la taille des sous-parties, ça aurait été possible de remanier ce plan pour le faire en 3 grandes parties, c'est certain. Regardons maintenant comment Théophile Gautier, en plus de glorifier son ami Apollonie à travers le beau, l'amour et l'essence, incorpore la mythologie grecque dans cet éloge. D'accord, le mot incorporer n'est pas super bien choisi. Ici, il aurait peut-être fallu dire emploi, tout simplement. Nous verrons l'instauration d'une ambiance. En fait, là, voilà, au lieu de nous verrons l'instauration, de même qu'au lieu de regardons maintenant, il faut dire simplement le poème instaure une ambiance relative à la mythologie grecque. Dès les premiers vers, le lecteur se retrouve plongé au cœur de la Grèce antique. On remarque en premier lieu que Gautier jonche son texte de références géographiques. Dans Écho grec du Sacré Vallon, le poète utilise la métaphore d'Apollonie, écho grec, car Apollonie est également le nom de plusieurs villes grecques. Là, c'était probablement un DM, à moins d'avoir une très grande culture générale. C'est difficile de savoir que beaucoup de villes grecques ont le nom d'Apollonie. Pourquoi pas ? Le complément du nom de Sacré Vallon évoque alors une ville grecque du nom d'Apollonie. Cette métaphore née d'une polysémie lie ainsi Apollonie à un lieu sacré de Grèce et à la Grèce directement avec l'adjectif grec. Oui, donc c'est bien d'avoir insisté sur les toponymes. Le poème sacralise Apollonie grâce à ces références mythologiques. Donc ça, c'est un bon relevé. C'est bien analysé aussi. On voit que la mythologie n'est pas seulement grecque, puisque, en effet, il y a une référence à un rite religieux chrétien, le baptême. La sous-partie est trop longue, en fait. Et c'est le signe que ce commentaire est mal organisé, parce qu'il aurait fallu le faire en 3 grandes parties. Et d'ailleurs, au début, c'est pareil. Les sous-parties sont hyper longues. Là, on est en format numérique, on n'est pas en manuscrit. Ça ferait une sous-partie d'au moins une page. Au moins. En vrai, écrivez tout ça sur une copie. Ça prend plus d'une page, c'est sûr. Nous avons vu comment le poète instaure l'ambiance de la mythologie grecque dans son poème. Nous allons maintenant voir comment celle-ci s'exprime à travers les personnages mentionnés. Ok. Donc la première sous-partie, c'était juste l'ambiance. La deuxième sous-partie, c'est une analyse plus détaillée de ces comparaisons et métaphores à des figures antiques. Encore une fois, le commentaire est structuré en sous-parties beaucoup trop longues, beaucoup trop épaisses. Mais dans son contenu, il y a beaucoup de bonnes choses. On jette un œil à la conclusion maintenant. Elle aurait dû avoir un alinéa aussi. C'est dommage de ne pas avoir fait d'alinéa. Le poème forme une ode pour Apollonie Sabbathie. Alors on dirait pas forme une ode, mais est une ode, tout simplement. Connaissance du poète. Oui, bon, c'est plus qu'une connaissance. Figure importante de la vie culturelle parisienne contemporaine, mais surtout une figure admirée du poète. Au point que il en fait la muse de ce poème parnassien. Théophile Gautier traite de thèmes du romantisme. Non, déjà, même si ça avait été un poème romantique, je déconseille de dire que un poème, disons, de Musset ou de Victor Hugo traite de thèmes du romantisme. Non. Un poème exprime la souffrance amoureuse, par exemple. Ou un poème exprime ici plutôt la célébration d'un prénom qui est évocateur,
qui est harmonieux et évocateur de la beauté antique. Voilà, mais pas un thème du romantisme. C'est trop vague, pareil. Le beau, l'expression de l'amour, l'idéalisation de la femme, ça y est. Mais l'expression de l'amour et le beau, ça, c'était pas... c'est trop vague, en fait. Et même, c'est pas assez développé dans l'analyse pour être rappelé dans la conclusion. La conclusion doit répondre à la problématique en reprenant les idées et les analyses qui ont été développées plus haut. Leur goût du passé et du voyage, le goût qu'ont les Parnassiens pour les mythologies antiques notamment. Et ça ensuite c'est bien parce que la suite reprend bien l'organisation du développement, reprend bien des éléments qui ont été développés et analysés plus haut. Donc ça marche. Il la célèbre ainsi comme l'hôte de la Grèce antique célèbre ses héros. Et plus que ça, en alliant romantisme et mythologie, il lie l'art au divin. Oui, ça c'est bien. C'est assez bien dit. Et c'est compatible avec le Parnasse. Une très haute idée de l'art et qui le sacralise. Ici, c'est un peu bizarre de dire le poème Apollonie de Théophile Gautier, puisque on vient d'en parler dans toute la copie, il suffit de dire ce poème. Donc il évoque un rêve d'Aloysius Bertrand, qui mêle lui aussi le passé, cette fois-ci le Moyen-Âge, une dimension mythologique par le rêve qui se rapporte au mythe et au mystérieux. Oui, c'est bien. Enfin, je veux dire, la référence est bonne. La phrase est un peu longue. Qui mêle lui aussi le passé. On attend un complément d'objet indirect, donc qui mêle le passé à quelque chose. Ah oui, je vois. Et qui mêle le passé, il aurait fallu dire à la place du et ici. À une dimension mythologique. Voilà. Bon, là, les deux grandes leçons de cette copie, c'est ne pas présupposer qu'un texte appartient à un mouvement littéraire sans fondement, sans preuve, sans base, et même essayer de l'étudier pour ce qu'il est, sans plaquer des connaissances qu'on a sur les mouvements littéraires. Et l'autre leçon, c'est attention à la syntaxe, il faut qu'elle soit quand même plus simple, avec des phrases courtes, et moins d'ambition à l'échelle de la phrase. Il faut être ambitieux à l'échelle du commentaire en entier, et vouloir dire beaucoup de choses dans le commentaire en entier. Mais dans une phrase, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Une phrase doit contenir peu d'informations pour rester claire. Enfin, surtout lorsqu'on essaye de faire une disserte pour le bac de français, où l'impératif de clarté est très très fort.